Dans la nuit, Niamey a été frappé par des attaques d'une violence inhabituelle, visant l'aéroport et une base militaire stratégique. Très vite, le pouvoir nigérien a pointé du doigt des responsables étrangers, Alassane Ouattara, Patrice Talon et Emmanuel Macron. Des accusations lourdes, explosives, qui ont immédiatement provoqué une onde de choc diplomatique dans la sous-région. Pourtant, quelques heures plus tard, un autre acteur entre en scène. L'État islamique revendique l'attaque. Alors, qui dit vrai? À quoi servent réellement ces accusations? Tentative de diversion, stratégie politique ou crise régionale mal maîtrisée? On fait le point, sans tabou. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité. J'ai envie de dire, la règle elle est connue. Quand on a pris le pouvoir sur la base de faux et de rodomontades, c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment, on soit perdu, on soit rattrapé par cela. Les gars ont dit qu'ils étaient des héros, qu'ils pouvaient libérer leur pays. Nous, depuis, on était toujours constants ici. On dit qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la capacité. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne prennent pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est celui justement de la solidarité et d'une réponse collective. Face à l'échec qui est patent, face à l'échec qui est clair, je suis désolé, on a les images de Niamey. Je ne suis pas sûr que depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, ça a changé, on voit là. C'est inflation, insécurité, isolement, pauvreté. Et donc, quand on ne peut pas répondre aux attentes des peuples, qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher des armes. J'ai vu même qu'ils ont fait un meeting pour signaler la page de Makosso. Je me suis dit, on est tombé jusqu'à là. Et puis, comme Ali l'a dit, quand tu es un grand chef, il faut avoir une équipe, il faut laisser certains faire, entre guillemets, le sale boulot. Ça aurait été un ministre, un activiste, tout ce que vous voulez. Mais qu'un chef d'État se met à ce niveau-là, il déshonore même son pays. Il est en train de dire que dans mon pays, on n'est pas susceptible de s'organiser, de mettre... Parce que quand toi tu fais ça, qui rattrape? Parce que tôt ou tard, là, on est dans le même espace. On doit rattraper. Mais si vous-même, le chef, vous mettez dans cette posture-là, qui va rattraper? Je pense que moi j'ai envie de dire par la force des choses, Tiani, Goïta, Ibé sont devenus les chefs de leurs États. Ça fait pour certains 5 ans, pour d'autres 2-3 ans. On est arrivé à un stade où ils doivent tirer les conséquences. Et les conséquences, c'est l'échec. La solution, c'est qu'on est ensemble, on fait face aux mêmes menaces. Et c'est d'autant plus dommage qu'avec un pays comme le Niger, on avait tellement avancé qu'on s'est redonné des ambassadeurs. On s'est redonné des ambassadeurs. Il n'y a même pas longtemps, le ministre Dosso s'est retrouvé d'un pays de l'AES. J'ai moi-même personnellement rencontré le premier secrétaire chargé d'affaires de l'ambassade du Mali. On a parlé. Je pense qu'on est arrivé à un stade où, comme on le dit, il y a le temps de la bagarre, il y a le temps de la construction. Changeons notre état d'esprit. Et je vais terminer quand on a dit que le coup d'État soit une mauvaise chose. C'est tout ça. Parce que les coups d'État polluent l'atmosphère. Les coups d'État te font croire qu'à chaque fois on va te faire renverser et t'emmènent à vouloir faire renverser d'autres pays. C'est ce qui s'est passé au Bénin. Mais on n'a même pas suivi dans l'actualité. Au Nigeria, là, la semaine passée, il y a eu un procès contre une quinzaine d'officiers qui ont tenté des coups d'État il y a quelques mois. En octobre. Voici ce qu'on est en train de faire dans notre espace. C'est qu'aujourd'hui, au lieu de consacrer nos énergies, nos forces de défense et de sécurité sur la lutte contre les terroristes, tous les chefs sont bien de consacrer aussi à épier, mais on se met tous en danger, on met même en danger les opposants. Parce que vous créez la peur. Vous créez la peur. Aujourd'hui, là, tu vas dire quoi à Talon? Quand Talon arrête le frère de Tigri, tu vas lui dire quoi? C'est ça que nous, on voulait éviter. Et certains intellectuels, certains leaders de la société civile ont conduit malheureusement notre espace sous-régional dans cet état-là. Il faut qu'on en sorte. Pour en sortir, bon, voici notre ami de Guinée. On est content, on n'est pas content. Il est devenu président de la République, on le traite comme tel. La démarche de la Côte d'Ivoire n'a jamais été d'être le déstabilisateur de ces pays. Au contraire, notre président, notre diplomatie a toujours pris de la hauteur. Il faut que les autres, ça s'agisse. Qu'ils comprennent qu'on est ensemble dans un mouvement face aux pressions climatiques, face aux pressions terroristes, et qu'il faut arrêter ces jeux-là. Ce n'est même pas digne. Quand vous n'avez pas la capacité de répondre aux défis sécuritaires qui vous ont imposés, soit vous en ouvrez avec vos voisins, et ensemble, on cherche de construire des solutions. Mais il faut arrêter à chaque fois, quand vous échouez, d'accuser la Côte d'Ivoire. On est fatigué d'être souffre-douleur de des gens qui n'arrivent pas à répondre au minimum qu'ils ont promis à leurs concitoyens. C'est de leur responsabilité. Qu'ils fassent preuve de responsabilité et de plus de respect envers la Côte d'Ivoire. Docteur Adjelou, vous ne vous êtes pas prononcé sur ce sujet? Si. Ah si, déjà, d'accord. Très bien. On a fait le tour alors. Ouais. André, c'est à vous? Oui, alors, moi j'entends très souvent des gens dire oui, les terroristes, là, ils viennent d'où? L'un des narratifs récemment, c'est qu'il y avait un ressortissant français parmi les terroristes. Mais qui sont les terroristes que les dirigeants eux-mêmes connaissent? Parce que c'est ça, on veut donner l'impression que
ce sont des extraterrestres, ou bien... Non, il n'y a aucun Ivoirien chef djihadiste, il n'y en a pas. Parce que c'est ça, il y a des organisations qui sévissent au Mali, au Burkina, au Niger. Ceux qui ont revendiqué l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, basé au Mali, dirigé par qui? C'est une organisation d'obédience salafiste djihadiste, dirigée par Abou al-Sahraoui. Il vient de Sahara occidental. L'EIGS opère donc dans la zone de la frontière entre le Mali et le Niger. Ils le savent très bien. Il y a le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GESIM. En arabe, ça se lit JNIM. Le JNIM est composé de 5 organisations. 5. Première organisation, en Sardine, dirigée par Iyad Agali. Nationalité algérienne. Zone d'opération Kidal. Ils le savent très bien, ils n'accusent jamais l'Algérie. Deuxième organisation, Ansaroul Islam. Ansaroul Islam est dirigé par Jafar Diko, nationalité burkinabé. Il intervient au Burkina. Ils le savent très bien, il ne parle jamais de lui. Troisième organisation, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, fondée par qui? Abdelmalek Dougdel, nationalité algérienne. Il n'accuse jamais l'Algérie. Autre organisation, il y a la Katiba Massina. La Katiba Massina est dirigée par Amadou Koufa. Et l'autre nom de la Katiba Massina, c'est le Front de libération de la Massina. Amadou Koufa est soupçonné d'être les attaques de Kafolo. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Amadou Koufa, nationalité malienne. Et le cerveau de l'attaque de Kafolo, il s'appelle Ali Sidibé, alias Sofiane, nationalité burkinabé. Mais la Côte d'Ivoire n'a jamais dit parce que Sofiane est burkinabé, donc c'est le Burkina qui est derrière. Jamais. Parce que c'est de l'irresponsabilité que de pointer la responsabilité d'un État parce qu'il y a une brebis galeuse parmi ses ressortissants. Non, il faut qu'on arrête ça. Le vrai problème au Niger, alors c'est quoi? En 2025, il y a eu 450 attaques au Niger. 1900 morts, principalement, savez-vous d'où? La région de Tillabéri. La région de Tillabéri est la région natale du général Tchani. C'est ça la vérité. 2024, 3277 morts et blessés. 2024. Principalement de la région de Tillabéri, région natale du général Tchani. 2023, 507 morts. Rappelez-vous, le président Bazoum a été déchu en juillet 2023. On était à 507 morts. Mais les morts causées par le djihadisme se sont accrues après la prise de pouvoir par le général Tchani. 2022, on était à 323 morts. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 à 1900 morts. Ce sont les généraux qui dirigent le pays. Voilà la réalité du Niger. Et donc, face à cette réalité-là, ils veulent détourner l'attention de leurs concitoyens. Je vous assure, un président ivoirien, un ministre ivoirien ne peut pas dire des choses pareilles à des Ivoiriens et puis nous, là, on sera là à ne pas lui dire « Monsieur, vous êtes en train de dire des contre-vérités ». Mais enfin, ils infantilisent leur peuple. Et il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Alors, sur le dos de... en général, dans le narratif, on parle en parlant de la France, évidemment, on estime que la Côte d'Ivoire veut se cacher derrière les injonctions de Paris pour déstabiliser ces pays de l'AES. Et malheureusement, beaucoup d'entre les citoyens ressortissants de ces pays y croient. Bien sûr. Comment on règle cette crise, finalement, qui se transforme, qui se met en crise de confiance entre les peuples? Oui, mais Ali, bon, comme on n'a pas... vous dites beaucoup de citoyens de ce pays, mais en vérité... Voilà, sous le couvert de la lutte contre l'impérialisme. Oui, en vérité, ce régime entretienne des groupuscules d'activistes sur les réseaux sociaux. Parce que si vous donnez la parole aujourd'hui aux Nigériens de Niamey et des régions, nous, on a des contacts, la situation est difficile. Pourquoi ces régimes-là s'empressent de restreindre les libertés publiques, collectives et individuelles, suppriment les partis politiques, musellent les médias? Mais justement, c'est pour que des voix discordantes ou dissonantes ne se mettent pas, ne sont pas connues, la réalité. Donc ceux auxquels vous faites allusion, ce sont leurs partisans. Il y en a qui vivent au crochet de ces régimes militaires. Mais la réalité, si on donne la parole au peuple nigérien, à travers un scrutin ou à travers même les médias, ils vous diront que rien ne va. Mais allez, il suffit d'aller un peu à nos frontières nord. Le flot de populations qui viennent du Mali, du Niger, pour se trouver refuge dans la partie nord de notre pays, ce sont des milliers et des milliers de personnes. Parce que ça ne va pas là-bas. Tous ces activités que vous voyez qui créent, une seule personne peut créer 10-15 faux comptes, juste pour donner le sentiment que ces régimes sont soutenus.
Mais la réalité, ça ne va pas. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, les difficultés sécuritaires n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. Tous ces régimes ont mis en avant la question sécuritaire pour prendre le pouvoir. Mais aujourd'hui, le Niger, André, a fait donné quelques chiffres. C'est ahurissant. Donc, ces régimes-là sont obligés, pour endormir leur propre population, d'être actifs sur les réseaux sociaux notamment. Bon, il y a eu la passe d'armes ici récemment entre le régime burkinabé et les autorités ivoiriennes. Tous ces relais qui ont été arrêtés, dont malheureusement Alinou Faso qui a fini par décéder, on a bien vu qu'il y avait une organisation derrière pour essayer d'influencer non seulement leurs propres opinions à l'intérieur de leur pays, mais aussi l'opinion de quelques naïfs dans nos pays. Des gens qui nous ont fait croire qu'ils faisaient mieux vivre à Ouaga, à Niamey, à Bamako qu'à Abidjan. Bon, donc c'est un narratif qui est connu. Les gens, quand ils n'ont rien à proposer à leurs concitoyens, quand ils n'ont pas de projet... Aujourd'hui, qui peut nous dire combien d'investissements il y a eu depuis que les régimes militaires sont au niveau de l'AES? L'AES avait promis de sortir du CFA. Où ils en sont avec ce projet? Où ils en sont? Où ils en sont avec tous les projets pharaoniques qu'ils ont annoncés? Mais ils font du surplace. Dans le meilleur des cas, sinon ils reculent dangereusement. Et le problème, c'est que malheureusement, nous partageons le même espace communautaire avec des populations qui sont entremêlées par l'histoire, par la géographie, par la culture. Et tout le désordre qui crée chez eux, malheureusement, c'est notre espace communautaire qui va en prendre un coup. Tu as évoqué les coups d'État. Certains, dans beaucoup de pays, on pensait que c'était la panacée, mais aujourd'hui, la vérité, c'est que ces gens que vous évoquez, beaucoup parfois ne vivent même pas dans leur propre pays. Ils sont à l'extérieur, ils sont instrumentalisés. C'est ça le drame. Et il faut espérer vraiment que nos frères de ces pays-là vraiment se réveillent pour interpeller leurs dirigeants. Vous avez pris des engagements sur des périodes données, mais vous ne pouvez pas continuer. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de visibilité. Donc il y a vraiment un vrai problème. Ceux qui y croient, mais je crois qu'ils sont de moins en moins nombreux. Quand vous regardez, y compris même dans notre espace ivoirien, un mois donné... dans notre espace ivoirien. Ah oui, un mois donné, il y en a qui ont vraiment cru que l'exemple AES était le modèle. Ils ont espéré. Même pendant l'élection présidentielle, il y en a qui rêvaient des coups d'État. Mais bon, je crois qu'ils sont... Moi, je regarde un peu. Albinos noir. Alors, il y a Doumia. Au terme de cette analyse, une réalité s'impose. Les attaques de Niamey soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Accuser des chefs d'État étrangers sans preuve publique, pendant que l'État islamique revendique clairement l'opération, brouille le débat et fragilise davantage une région déjà sous tension. La lutte contre le terrorisme exige de la lucidité, de la coopération et de la responsabilité, pas des désignations hâtives. Au-delà des discours politiques, ce sont les populations qui paient le prix de l'insécurité et des tensions diplomatiques. L'urgence aujourd'hui, c'est la vérité, le dialogue et une réponse collective à la menace terroriste. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité.